Bonjour à tous, ici Stéphane Bonneau et bienvenue sur Goodberry. Goodberry, c'est une conversation avec des personnes inspirantes résidant en Berry pour évoquer leur parcours, leur réussite ou leur déception et plus largement l'organisation de leur quotidien. On évoque des anecdotes pour que chacun d'entre nous puisse retenir un conseil, une philosophie, voire une inspiration. Ces invités viennent d'horizons multiples comme le business, la culture ou le sport, avec un point commun, le Berry. Je suis très fier de recevoir Jacky Townsend, le fondateur de Townsend Trading, une société qui opère dans le domaine de l'antivol et qui est présente sur des marchés français et internationaux, chez Carrefour, Auchan, Casino, Leclerc, Decathlon, Leroy Merlin et j'en passe. Ils sont présents dans une trentaine de pays. Jacky évoque son enfance dans une ferme familiale, son parcours de commercial dans une multinationale américaine, où il se forme jusqu'à être directeur de région, puis il crée son entreprise avec l'innovation comme ADN, en développant ce qu'il appelle l'écoute active, le fait d'être attentif à l'environnement, aux clients, à l'ère du temps. Jacky nous assure qu'il faut être curieux, à l'écoute, et qu'il faut, selon ses mots, vider son cerveau pour innover. Avec son franc-parler, Jacky nous éclaire sur le business avec la Chine, nous parle d'intuition et nous donne en direct un cours de marketing de marque quand il évoque la création avec son fils de la marque de vélo Moxo. Juste passionnant et inspirant. Il vous donnera des clés pour le recrutement et pour sensibiliser sur la culture d'entreprise. Bref, j'ai assez parlé et je vous embarque à la rencontre de Jacky Townsend. Goodberry, c'est parti. Bonjour Jacky. Bonjour Stéphane. Bienvenue sur Goodberry. Je suis ravi de t'accueillir. Pour commencer l'interview, je voulais revenir sur une de tes citations. Si on n'avait pas commencé à innover, l'entreprise serait fermée. Ah, ça c'est intéressant. C'est simple parce qu'aujourd'hui on est sur un marché, tout marché qui est très mondial, parce qu'avec Internet tout le monde trouve tout n'importe où et de loin. Donc à un moment, si tu fais la même chose que l'autre, et moi dans mon métier on est en concurrence avec des multinationales, des grands groupes internationaux, et donc si tu viens pas avec un petit truc un petit peu différent, t'es mort, quoi, parce que forcément t'as pas la taille par rapport à quand tu vas. Nous on travaille avec Auchan, Carrefour, France, et même international, donc forcément tu dois te distinguer. Et puis nous on est petit, on est le challenger. Donc le challenger, il faut arriver à quelque chose de nouveau, quoi. Donc l'innovation, pour nous, c'est obligatoire. Ok. Townsend, le nom de la société, c'est ton patronyme ? Oui, c'est le nom de ma famille, oui. Il sonne un peu anglo-saxon. Surtout pas anglo-saxon. Enfin, si. Non, je suis pas d'origine anglaise. Non, le nom, il est danois et c'était au Danemark. Tu vois, quand les matchs de foot de Danemark, t'as vu, ils se terminent tous par Sen à la fin. Sen, c'est fils. Donc voilà, donc ça se termine par Sen. Andersen, quand toi, on a comme grand footballeur, t'aimes bien le foot aussi. Et il y en avait plein. Tu sais, quand le Danemark jouait, ils se tous par Sen. Et donc Townsend, c'était mon arrière-grand-père, donc famille qui venait du Danemark, qui a émigré aux Pays-Bas. Et puis quand il est arrivé à côté de Nîmes, donc c'est pas loin de l'Allemagne. Et donc là, ils ont changé l'orthographe. Ça, c'est important qu'ils ont changé l'orthographe parce que du coup, il y a une orthographe maintenant pour la reconnaissance sur Google, par exemple. La marque, c'est pour ça que j'ai choisi. Eh bien, ça s'est changé. Ils ont mis le double O, là, le TH-double-O. Et ça a été fait par le registre des noms aux Pays-Bas. Et le nom aux Pays-Bas, il n'y a pas eu une grande famille. Tu vois, il n'y a pas eu pléthore. Donc, en fait, ce nom a été créé avec un changement à l'état civil. Il n'y en a pas, très peu au Danemark, donc il n'y en a pas. Et aux Pays-Bas, on n'est pas beaucoup. Et dans le monde entier, il y a une autre famille, c'est marrant, avec Google, tu retrouves tout. Il y a un zoo en Australie qui s'appelle Townsend, donc je me suis promis d'y aller. Donc aujourd'hui, c'est vrai que le nom, du coup, quand il a fallu je crée la société, et c'était tout au début de Google, c'était des trucs et tout. Et puis, vraiment au début, toi. Et c'est pour ça que Google a 2 O aussi. Parce que si tu veux, à un moment, on disait, ton nom, il faut qu'il ressorte facilement dans les recherches. Et Google avait mis, et j'avais déjà vu à l'époque pourquoi ils avaient 2 O. Et ils avaient Google, parce qu'au début, on ne comprenait pas ce mot Google. Au début, on n'arrivait même pas à le dire. Google, on ne savait pas comment on dit. Son Google, tu as toute la grosse blague, tu vois, sur Google. Voilà, c'était le truc.
Et du coup, c'était marqué parce que le double O, c'est ce qui ressortait le mieux. Donc, du coup, quand j'ai vu ça, j'ai eu quand même l'opportunité d'utiliser son nom et qui correspond comme un nom marque. Voilà. Donc, ça vient du Danemark, Pays-Bas, et mes parents sont arrivés en France après, en 1950. D'accord. Et ils faisaient quoi en France? Alors, mon père étaient tous les deux, ma mère et mon père sont connus pendant la guerre et donc ils ne pouvaient pas se marier. Donc, ils se sont mariés juste après la guerre parce que c'était compliqué cette période-là. Et donc, à l'époque, c'était l'Église catholique qui aidait les familles à émigrer. Et donc, eux, ils avaient le choix entre la France, Afrique du Sud, Canada et Nouvelle-Zélande, où j'aurais pu naître. Et là, eux, comme ils étaient assez âgés, mon père avait fait des cours du soir avec des mormes de pommes de terre, bench, les fameuses bench. Et donc, ça intéressait la France, notamment au nord de Paris. Et donc, il a été embauché comme chef de culture pour lancer les pommes de terre. Et bien sûr envoyé par les fabricants bench qui avaient formé des techniciens pour aider. Et il avait fait, donc là, il a trouvé un boulot comme ça pour immigrer, et il avait 50 prisonniers allemands. Et comme il parlait hollandais, il parlait aussi allemand. Et donc, mon père a participé à l'implantation des pommes de terre au nord de Paris, et juste après la guerre. Et il a été ils étaient 2 ou 3 à lancer la production de production de pommes de terre en grand champ. Voilà. Et ce qui a un peu nourri quand même tout de suite après, parce qu'à l'époque, on mettait pas les pommes de terre en plein champ, c'était dans les jardins. Et donc aujourd'hui, cette région reste toujours, d'ailleurs, là, une des premières zones de production de pommes de terre. Et c'est mon père qui a envoyé par le multinational Bench, voilà, et qui a fait ça. Voilà, comme ça qu'il est arrivé. Ma maman, elle gardait des enfants, et puis après, ils sont immigrés, ils sont mariés, ils sont venus à Aiguzon. À Aiguzon. Voilà, ils sont venus là après et ils sont venus à Aiguzon et ils ont pris à Aiguzon une ferme. Et là, il avait des vaches hollandaises. Il a fait venir des vaches hollandaises. Il faisait aussi il avait fait venir de Hollande des cochons, des porcs, pour faire le reproducteur. Et forcément, la sélection était beaucoup plus forte déjà à l'époque aux Pays-Bas. Et tout le monde venait voir Willy. Donc, ils étaient très connus du côté d'Aiguzon parce que tout le monde venait emmener ses mertruis pour être produit par un gros cochon hollandais. D'accord. Et voilà, donc il y a plein de petits cochons Tonsen du côté d'Aiguzon. Mais ça, c'était en 1960 et quelques. Toi, du coup, t'as pas voulu reprendre la suite de l'exploitation agricole? On était 10 frères et sœurs. Alors, il y en avait un certain nombre avant moi. Donc, ceux qui sont passés avant moi ont repris la ferme. D'accord. Tu peux nous expliquer comment t'étais petit? Quand j'étais petit, on était une famille de 10 enfants. Donc, je suis le dernier. C'est pour ça que je dis souvent... on dit souvent que, tu sais, les petits, il faut les éveiller quand ils sont petits. Moi, j'avais 9 profs, mais alors en permanence. Donc, ils étaient tout le temps en train de m'expliquer tout ce qu'ils avaient appris à l'école. C'était fatigant. Donc, j'avais toujours une grande famille, une grande fratrie, donc ça, c'est cool, avec des frères et des sœurs, qui étaient tout le temps en voulant m'expliquer ce qu'ils avaient appris. Donc ça m'a marqué parce que du coup c'était intéressant parce que du coup c'est vrai que ça a été très 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 riche quoi. À ce niveau-là c'était riche. T'as l'image un peu d'un touche-à-tout, tu penses que ça vient de là? Oh, clairement, ouais, clairement. Parce que du coup, quand tu as 9 frères et sœurs, ils ont tous des tempéraments un peu différents. Il y a des filles, et puis en grandissant, forcément, à chaque fois, il faut toujours que tu ailles les aider. Tu es le petit frère que tu as besoin quand tu vas bricoler. Tu tiens le marteau, tu tiens le machin, tu tiens le truc. Après, tu as les cochons, il faut vider les poules. Une ferme quand tu es gamin, franchement, c'est le top. Enfin, je veux dire, tu as un tracteur. À 6 ans, tu es sur le tracteur, quoi, parce qu'ils sont trop fiers. Qui conduit le tracteur? Donc, à 10 ans, tu fais du rodéo avec les veaux. Enfin, bref, je veux dire, c'est une ferme, c'est quand même un endroit fabuleux, quoi. Tu peux pas faire mieux. Moi, je pense que pour un gosse, franchement, une ferme, c'est un endroit. Et bon, les animaux, le contact avec les animaux, quoi. Enfin, c'est pour ça que je suis toujours maintenant avec mes étangs, mes machins, trucs. Il y avait des poules, il y avait il y avait de tout, quoi. Donc, c'était quand même rigolo. Ouais. Avant de créer Townsend Trading, tu faisais quoi?
Eh bien, moi, j'ai été embauché directement à la sortie de mes études. J'ai fait un parcours. J'ai fait toutes mes études à Châteauroux. J'ai fait un BEP électromécanique parce que toi, en troisième, je me sentais pas. Et puis après, après, j'ai fait un bac, un BTS d'action co, puis un BTS de gestion. Et là, j'avais fini. Et là, je cherchais du boulot. Et là, je suis embauché par une multinationale suédoise. Ça s'appelle Esselt Métaux. Et c'était, tu sais, des étiqueteuses dans les magasins. Tu vois, à l'époque, on étiquetait les trucs, tu vois, pour marquer les prix. Et donc, j'ai fait ça, j'ai vendu ça pendant 2 ans. Donc, j'ai appris mon métier de commercial à faire ça. Mhm. Et puis, cette entreprise avait commencé à faire des systèmes anti-vol à l'époque. Et donc, j'avais été embauché parce qu'il m'avait laissé. Et donc, je suis passé cadre directement assez vite, en fin de compte, ingénieur commercial à 26 ans. Et où j'ai vendu les premiers systèmes anti-vol dans les supermarchés qui s'équipaient à l'époque. Et je suis resté chez eux. Après, on a été racheté par une boîte américaine. Donc, j'ai vécu aussi ce que c'est que le rachat. Tu as vécu ça aussi, hein. On se fait racheter. Tu reviens de vacances et d'un coup, on a été racheté. Ah, oh merde. Et là, tu es racheté par une multinationale américaine. Et donc là, moi, j'ai fait mon MBA de Business America, tu vois. Donc, quand les gens, ils se disent, ouais, les grosses multinationales, et tout, oui, mais moi, été à l'intérieur du truc, hein. J'ai bien vu ce que c'était. Alors, c'était quand même une super expérience parce que, tu vois, vraiment, on t'applique les méthodes de business à l'américaine, a quand même des côtés très efficaces. Il faut reconnaître que en tant que commercial, les méthodes, on passe au trimestre, au quarter. Ceux qui sont dans le commerce, ils vont comprendre ce que c'est, hein. On n'est plus à l'année, on n'est plus au mois. Tu as des bonus, tu as des concours. Il y a toujours beaucoup d'activités et avec une vraie reconnaissance de l'activité des commerciaux, quoi. C'est pas le produit qui est fort, c'est le commercial qui est fort. C'est avant tout les commerciaux qui font la différence et pas les produits, quoi. C'est un petit peu, c'est une vision un petit peu différente de la France où le commercial sert à rien, hein. C'est parce que j'ai un bon produit, toi, t'as fait signer de bonne commande, mais tu sers à rien. À l'américaine, c'est pas ça. Donc ça, c'est plutôt bien. Donc j'ai fait ça où j'ai passé tous les échelons de ingénieur commercial, après directeur de grand compte, je fais grand compte et directeur de région. Voilà. Puis après, je suis créé ma boîte. Tu te rappelles du moment où tu as décidé de la créer ? Ah ouais, je me rappelle bien. J'étais, si tu veux, c'est qu'à un moment, quand tu as fait 15 ans que tu es dans une boîte aussi, tu te poses toujours des questions sur l'évolution que tu veux avoir. Bon, en plus, là, ils avaient commencé à dire on va changer d'organisation, machin et tout, parce que tu changes de directeur commercial, de PDG, tout ça. Et puis à un moment, tu cherches sur quoi je vais faire, quoi. Bon, après le moment précis, la journée précise, non. Mais la période à peu près, ouais. Mais ça a été assez vite après. Quand tu décides de créer l'entreprise, on a la décision de rester à Châteauroux. Pour quelle raison ? À l'époque, j'avais fait la boîte américaine était bien là-dessus, c'est qu'il y avait beaucoup de formations. Et donc, il y a une formation qui m'avait dit, vous devez créer votre boîte, parce que j'avais dit justement que je voulais créer ma boîte et tout. Et il m'a dit qu'il faut que vous soyez expert dans le métier que vous allez faire, dans une zone où vous connaissez les gens, parce que vous avez besoin. Et donc, il était évident que j'allais rester sur Châteauroux, parce que moi, je suis attaché au territoire. Voilà. D'accord. Quel est l'avantage d'être à Châteauroux alors que tous les sièges sociaux avec qui tu travailles sont plutôt parisiens ? Le seul avantage qu'il y a à Châteauroux, à un moment, t'es de là, quoi. Alors, on a quand même un avantage, c'est juste l'immobilier, quoi. Voilà, l'immobilier d'entreprise qui aujourd'hui, quand je compare avec parce que c'est un concurrent mais ami, on s'entend bien, lui, il est à Colombes, à côté de Colombes, là. C'est vrai que quand il a besoin de 300 mètres carrés de plus de bâtiments, c'est 1,5 million, quoi. Enfin, parce qu'il faut acheter le terrain, c'est un truc horrible, quoi. C'est trop cher là-bas. Là, nous, on refait un bâtiment. Là, je refais un autre bâtiment là, qui fait 270 mètres carrés. Ça avait un budget de 100 000, ça le fait, quoi. Donc, réellement, ici, l'avantage, c'est vraiment deux avantages. C'est l'avantage, après, au niveau de l'immobilier et après, au niveau des salariés. C'est-à-dire qu'ici, clairement... bien sûr, il faut donner les salaires et mettre des conditions qui sont bien, etc. Mais du coup, tu as un turnover qui n'a rien à voir avec que c'est à Paris. Parce que forcément, à Paris, que tu commences à en faire quelqu'un de bon, eh bien, tu es dans le 78, par exemple, où j'étais avant. Si tu veux, il y a une telle concurrence aussi et des gens qui ne savent pas former, par exemple. C'est comme dans tous les sports. Comme partout, tu formes, il y a le club qui est plus gros, qui a plus de sous, qui te pique ton mec, quoi. Donc, c'est toujours la même histoire. Donc, comme tu n'es pas le plus riche, quand tu commences, tu n'es pas le plus riche. Tu ne peux pas donner les plus gros salaires. Donc, il vaut mieux le faire à Châteauroux. Voilà, mais ça, c'est par rapport à ça. Voilà. Je voudrais qu'on évoque l'idée d'innovation, qui est un peu l'ADN de Townsend. Ouais.
Combien de temps se passe-t-il entre l'idée d'un produit que tu as ou que tes équipes ont et le produit qui est fini et qui sort? Alors déjà, moi, j'ai pas d'idée. Je m'interdis maintenant d'avoir des idées. J'écoute les gens et je dis, on fabrique tous les brevets. Là, je vais avoir mon 10e brevet, là. Donc, 10e brevet français, hein, et j'ai eu le 5e brevet européen. C'est jamais mon idée. Moi, je pense que pour plein de choses, il faut développer l'écoute active et l'observation. Et c'est toujours un client qui me dit, tiens, mon problème, c'est ça. Mais il n'arrive pas bien à le formuler souvent. Mais il t'explique le contexte. Mais il n'a pas la solution. Mais il t'explique, mon problème, c'est ça. Et toi, tu dis, putain, lui, son problème, c'est ça. Et là, tu commences à dire, bon, comment je vais résoudre son problème? Et là, là, tu fais, c'est simple. Voilà. Et ça part de là. Donc, alors après ça, par rapport à l'art, la difficulté qu'il va y avoir à faire, j'ai créé des produits. Déjà, tu peux t'inspirer de l'art existant. Alors déjà, s'il y a un art existant et il te dit oui, mais attends, il y a déjà ça, mais ça va pas parce que. Et puis tu poses la question pourquoi ça va pas. Il te dit il y a ça qui va pas. C'est bien, je vous remercie. Comme ça, tu sais ce que tu as à faire, tout simplement. Donc là, ça peut aller vite. Hein. J'ai déjà créé des produits en l'espace livré en magasin. Entre la problématique et livré en magasin, j'ai déjà fait des fois en 2 mois. Ah oui. Ah ouais. Bah oui, parce que tu reviens, tu fais. Moi, je fais mon PowerPoint d'explication. J'envoie le PowerPoint au designer, soit en France ou soit en Chine ou à notre usine partenaire, en tout cas. Selon le type de problème avec l'usine qui est partenaire, la personne refait les dessins, je revalide, on fait une impression 3D, on voit le prototype. En 1 semaine, on peut avoir un prototype 3D. Tu retournes voir ton client, tu dis ta. Là, le client, il te dit non, tu t'as oublié ça, t'es con. Ah, pas de problème. Tu modifies ton truc et tout, tu renvoies, tu retournes voir le client. Et puis, s'il valide, tu lances la création d'un moule. Un moule, c'est fait en 5 semaines. Et donc, après, tu fais envoyer par avion les produits. Donc, en 2 mois, j'ai déjà livré des produits. Voilà. Mais entre-temps, tu t'arrêtes 1 semaine, 15 jours, parce que tu déposes le brevet de l'idée de ton client. Ça, c'est important. Jackie, on s'était croisés, tu sais, à la fin du premier confinement, je me rappelle, et tu me disais réfléchir sur des solutions hydroalcooliques dès maintenant. Alors, ça paraît maintenant une éternité, mais c'était tout nouveau. D'où te vient cette curiosité au monde qui t'entoure? J'ai l'impression que dès qu'il se passe quelque chose, tu es sur le coup. D'abord, il faut être curieux. Hein, c'est-à-dire, faut être curieux. Et puis, c'est l'écoute active et l'observation active. C'est la base du truc. Et même quand tu vas à l'étranger, tu vois des choses, des fois un petit peu, parce que j'aime aller à l'étranger, justement. Et tu dis, mais pourquoi ils font ça? Et au lieu de dire, ils sont cons de faire comme ça. Non. Et ils font comme ça depuis 100 ans ou depuis 10 ans, ils ne sont pas cons du tout. Ils sont différents de toi. Qu'est-ce qui se passe? Et quand on a vu le problème, par exemple, quand il y a eu le problème du Covid, tout le monde, en France, tous les mecs, ça n'arrivera jamais chez nous et tout. Et en Chine, que je connais bien, ça fait 20 fois que j'y vais, ils étaient en train de faire un hôpital pour 5000 personnes en 15 jours. Et là, j'ai dit, attends, si eux, ils font ça, il va y avoir un problème. Là, on était au mois de début janvier, 15-20 janvier. Donc là, tu commences à réfléchir, qu'est-ce qu'ils sont en train de mettre en place quand ça va arriver chez nous. Et là, tu te dis pas... Alors, j'ai failli importer des masques à ce moment-là. Bien m'en a pris de pas les prendre, parce que sinon, parce que moi, il n'y avait pas de problème. À l'époque, on pouvait déjà en avoir. J'avais déjà des usines, j'avais trouvé des trucs. Mais je me serais fait confisquer tout le truc. Pas arrivé jusqu'ici. Pas bon. Et j'ai dit, oh là là, les masques, pas bon. Et puis après, j'ai dit, tiens, il disait qu'il faut avoir des produits hydroalcooliques et puis il faut avoir des trucs. Voilà. Et puis, j'avais commencé déjà à voir un petit peu comment ça se passait, ces trucs-là. Bon, après, Auchan, ça tombait bien parce que j'en ai parlé avec l'acheteur de Auchan. Le mec de Auchan dit, tiens, moi, il m'en faut. Et donc, je suis parti là-dedans. Mais bon, voilà. Donc, à un moment, tu comprends, c'est de dire, de pas penser. Il y a trop de gens qui disent, quand quelqu'un fait quelque chose, à un endroit ailleurs où il se passe, de dire, mais ils sont idiots. C'est pas respectueux d'abord. Mais les gens, s'ils font ça, il y a une raison. Il y a toujours une raison. Et là, il faut toujours comprendre pourquoi il fait ça. Donc, il faut rester. Et justement, le truc, dans l'innovation, ce qui est compliqué, c'est de vider son cerveau. C'est-à-dire moi, je sais rien, moi. Je sais, là, sur ce sujet, j'y connais rien. De faire un reset. Reset complet. Parce que, et surtout, tu te mets à écouter. Moi, je suis toujours surpris quand je discute avec quelqu'un que la personne ne m'écoute pas.
Elle est en train toujours de réfléchir à comment elle va me contrer comme si on jouait mais elle se met en face de moi, tu vois ce que je veux dire? On va jouer au tennis, là. T'as dit ça, alors oui, qu'est-ce que je veux pour y mettre dans la tête? Mais je dis, mais c'est nul, ça. Quand moi, je me mets à côté de la personne, hein, puis t'es en train de regarder quoi, toi? C'est quoi ton problème? Et tu essayes de se mettre dans ta tête, dans ses yeux. Mais tu viens pour vendre, c'est ce qu'on nous a appris à l'école de vente. Hein, tu te mets pas, t'es pas en train de te battre avec ton client. Tu te mets à côté de ton client, tu regardes qu'est-ce qu'il regarde comme voiture. Alors, vous les trouvez comment toutes mes voitures dans le hall? Bah, c'est celle là-bas qui me plaît bien. Eh ben, on va y aller, ça tombe bien. Vous avez choisi la plus belle. Bon, ben, c'est pareil. Donc ça, dans l'innovation, c'est exactement la même chose. J'ai regardé le site internet de Toonsen et j'ai vu que tu avais des nouveaux produits comme le To-Be. Oui, voilà, c'est des communications sans fil. J'ai l'impression qu'il y a un glissement d'entreprise, tu vois, entre la protection des produits et maintenant la protection plutôt des personnes. Oui, bah, c'est une conséquence aujourd'hui. On se rend compte, oui, les produits, c'est bien les produits, mais ce qui est le plus important, c'est les gens, quoi, c'est les humains quand même. À la fin, quand même, c'est ce qui est le plus embêtant hein, pour une entreprise. Bon, une entreprise, il y a le feu dans un entrepôt, bon, il n'y a pas eu de mort, ça va. 10 millions d'euros de travaux, et hop, on s'en fout, l'assurance. Bon, voilà, c'est pas grave. Mais par contre, il y a un truc qui s'écroule. 3 personnes, un décédé et 4 handicapés, c'est une catastrophe. Donc c'est vrai que les besoins dans l'entreprise, c'est aujourd'hui de faire très attention à ses salariés et à ses clients, mais surtout à ses salariés. Quand tu regardes bien, on est plus responsable vis-à-vis des salariés que ses clients. C'est bizarre ça, hein, mais on risque plus d'avoir des problèmes parce que tu es responsable des salariés. Et donc, c'est vrai qu'il y a un glissement, mais là, c'est les clients qui posent la question. Hein. C'est pas moi qui... là, les boutons d'alerte, par exemple, les boutons d'alarme, on utilise ça dans les lignes de caisse beaucoup dans les supermarchés, hein, chez Leclerc notamment, et ça sert parce qu'il y a de plus en plus d'incivilités d'hôtesses de caisse qui se font engueuler, hein, tout simplement. Hein. Et puis, il faut appeler du secours, quoi. Donc, à un moment, tu appuies sur le bouton et la caméra regarde ce qui se passe et enregistre, et puis il y a quelqu'un qui vient, quoi. Donc, parce que quand tu dois protéger tes hôtesses de caisse qui se font pourrir par des clients. D'accord. Dans toutes les innovations que tu as lancées, est-ce qu'il y en a qui n'ont pas marché du tout? Oh oui, mais celle-là, on n'en parle jamais, celle-là. Ah oui, ça c'est drôle, ça, parce que si tu veux, les gens, ils disent toujours oh putain, tout ce que tu fais, ça marche. Oh non, je te rassure. Non, je te rassure, il y a des trucs, ça n'a pas été bon du tout. T'as des exemples? Ah oui, j'ai fait des produits. Et là, par exemple, tu vois, sur le Covid, du coup, tu sais, à Châteauroux, ils avaient tous, il y avait les makers qui avaient fait tous mes potes là avaient fait, et puis nous on en faisait, tu sais, les fameuses porte-visière là. Ouais, alors moi, si tu veux, je vais voir Fred Bonny, et puis il m'avait filé le fichier parce que tout le monde n'en pouvait plus. Ils avaient fabriqué des émiles et tout. J'ai dit les gars, arrêtez. Bon, hop, je vais la faire fabriquer en Chine. On va faire venir ça par avion, tu vois. J'ai fait me payer le moule, $4,000, le machin. J'en fais 10 000, ça arrive par avion et tout. Je les ai encore en stock. Qui n'en veut? J'en ai pas vendu une. Ah putain, on a communiqué partout. Plus personne n'en veut de ces visières. C'était incroyable. C'est incroyable. Et je les ai encore en stock. J'en ai pas vendu une. Soit c'est le dernier flop, tu vois. Bon, à côté de ça, j'ai vendu les distributeurs, donc j'ai fait les deux en même temps. Et moi, j'étais persuadé, elles sont bien les visières. Tout le monde était content de les visières. J'en ai 10 000. Donc je les vends là. 10 centimes. Je les donne. Il y en a qui en veulent, je viens de lui donner un paquet de 10. Et Jackie, est-ce que tu crois à l'intuition, toi? Ah, ouais, je pense l'intuition, oui, mêlée d'expérience, quoi. Ouais, t'as l'intuition, tu observations, puis après c'est l'intuition, ouais. L'intuition, ouais, je crois à l'intuition, ouais. Mais c'est surtout, c'est tout ce travail, en fait. Tout est question dans tous les éléments, c'est qu'une question de technique à se forcer. Et plus que l'intuition, je pense que c'est plutôt c'est l'intuition, mais c'est un travail. Après, tu t'obliges à écouter les gens, tu vois ce que je veux dire, ou à regarder, ou à observer. Voilà. Donc là, c'est l'expérience qui vient. Mais l'intuition, oui, c'est important aussi. Ouais. Jackie, tu bosses beaucoup avec la Chine. Qu'est-ce qui t'a le plus étonné quand tu as commencé à faire du business avec la Chine? C'est les travailleurs. Déjà, je respecte toujours les gens qui travaillent. Et c'est des gens qui sont très fiers de leur travail. Il y a un terme qui est le plus important en Chine, c'est ne pas perdre la face. Quand tu parles avec eux, justement, le mot non n'existe pas en chinois. Il faut le savoir, quoi. Il y a quand même des règles. Et donc, parce que quand tu dis non, tu fais perdre la face à la personne en face. C'est un oui mais. C'est oui mais.
Donc c'est oui, mais ça veut dire explique bien que tu veux pas faire de la face. Le mec, il te présente un truc, vous allez me l'acheter. Oui, mais pas tout de suite. Mais parce que tu dis non, je sais pas ton truc, tu fais perdre la face, c'est que ton truc il est pas bon, quoi. Donc ça c'est très important. Et cette notion de nous, enfin, les Hollandais étaient réputés pour mon père, l'éducation qu'en tout cas qu'on m'a donnée. C'était une éducation de droiture, tu vois ce que je veux dire. On dit ça. Mon père, il vendait des veaux. J'allais avec lui souvent d'ailleurs dans les. Bon bah, il tapait dans la main, quoi. Il tapait dans la main et puis quand il dit que il marquait sur son petit carnet, il n'y avait pas de bon de commande, il n'y a rien du tout. Puis il tapait dans la main, c'est terminé, quoi. Et puis il me disait mais je dis papa, tu changes pas. Non mais attends, on a tapé, c'est bon. Et puis il dit surtout quand tu as dévissé, c'est fini, tu ne changes plus. Tu as fait une connerie, ben tu l'assumes, mais c'est pas grave. Voilà. Et donc, cet esprit-là de pas perdre la face, tu vois, c'est vachement important. Et les Chinois sont des gens d'honneur. Et à un moment, si tu les respectes, parce que là, c'est aussi, si tu vas là-bas, tu sais, comme le conquérant, et puis que tu les prends pour des merdes, forcément, ils renvoient l'ascenseur. Mais par contre, quand tu t'efforces à être super réglo, tu as affaire avec des gens qui sont super réglo. Et ça, c'est pour le business, la confiance pour le business, c'est primordial. Voilà. Et donc, c'est ce que j'apprécie le plus avec eux. Ouais. Et tu comprends le sentiment un peu de China bashing qui existe en ce moment ou... On est toujours jaloux des gens qui réussissent et qui travaillent. Tu penses que c'est plus ça? Mais, bah oui, c'est toujours chiant des gens qui ont réussi. Il a dû tricher. Non, c'est classique. Il y a eu, regarde, toi, il y a tous les BAFA bashing. Si tu compares, quand tu vas aux États-Unis, tu fais un salon aux États-Unis, tu présentes tes produits, le mec, tu le connais pas. Oh, your product, it's amazing. It's amazing. Tu vois, au début, je savais pas le mot. Je me dis, c'est quoi amazing? Ben, c'est amazing. Alors, ils sont tous là, t'entends. Mais 25 000 voix. Oh, it's great. C'est grand. T'es fort. Peut-être t'es une toute petite boîte. Tu t'arrives dans le salon, et à New York, et les mecs, et dit, combien t'as de magasins? 1000. Le mec, il a 1000 magasins, et il me dit que mon produit, c'est du tonnerre de Dieu. J'ai dit, ils sont de ma gueule. Mais non, toi, ils ont une culture, tout est positif, et puis c'est formidable, et puis tu as essayé, tu n'y es pas arrivé, c'est pas grave, tu as planté, tu redémarres, voilà. En France, tu présentes un produit, tu te vois bien, toi, avec tes voitures. Le mec, il fait le tour de la voiture, il va au ton truc, et il cherche le défaut. Et si tu as un petit défaut, ou tu as fait un choix technique, hein, bon, bah là, tu as mis ça, hein, et que ton concurrent, il a fait autre chose, le mec, il regarde ce qui ne va pas. Et si c'est 1% de truc, il va passer son temps à te faire chier là-dessus. Au lieu de te dire, waouh, putain, t'as fait un truc d'enfer. Aux États-Unis, c'est 80% bien. Oh putain, c'est trop bien. C'est pourri. Parce que le même chose en français, il va dire c'est pourri son truc. Eh ben non. Et nous, on regarde que le côté négatif de la chose. Et quand tu vas, et le compliment n'est pas naturel en France. Mais c'est comme ça, hein. Regarde à l'école, la notation, hein. C'est crayon rouge, t'as fait une rédaction, t'as écrit, t'as 3 fautes, t'es nul. Hein. Mais t'as pas de dire, waouh, c'était bien ça, bon, t'as fait plein de fautes, c'est une quiche, mais non. Et tu retiens que tu critiques. Et ça commence à l'école. Tu vois, dès l'école, c'est le mode de sanction de dire t'es mauvais. Voilà. Et on n'est pas dans positiver ce que tu as déjà acquis, on est en train de ce que tu n'as pas fait. Et on commence toujours, quand quelqu'un commence à... Alors moi, ça m'a fait du bien de travailler avec les Américains. Quand tu parles de ma période américaine, ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien. On a inversé les rôles. On dit, attendez. Et le mec arrive des États-Unis, il dit, non mais attendez, ça c'est bien. Enfin, nous, on n'était pas contents. Et notre chef des ventes français n'était pas content. Et l'Américain, il dit, ouais, les mecs, c'est bon. Hein. Mais c'est la fameuse histoire, tu sais, de l'écolier en France, où on lui demande 5 plus 5, il dit 9, et la prof lui dit faux, alors que l'Américain, il va lui dire presque. Essaye encore. Alors forcément, par rapport le bashing, il est là. Après, puis on n'aime pas trop les gens qui réussissent. Hein, nous, franchement. Le mec qui réussit, c'est louche. On n'est pas fiers de lui. On n'est pas fiers de lui. Bon, après, c'est notre pays égalitaire, si tu veux. Toi, on veut mettre tout le monde pareil, etc. On n'aime pas que la tête elle dépasse, etc. Bon, après, tu l'as compris. Tu vois, faut pas que ça brille, quoi. Est-ce que tu peux nous partager l'histoire de la marque Moxo ?
Ça, Moxo, c'est assez drôle. Bon, une de mes passions après, moi, c'était la moto. Et donc, je pouvais plus faire de moto. Donc, je voulais, je vais dire, je vais me faire un vélo électrique de cross tout terrain. Et puis, à l'époque, ça remonte à 6-7 ans, 6 ans maintenant, il n'y avait pas grand-chose. Et donc, et dans la zone industrielle où je vais, où il y a mon principal fournisseur, il y a l'hôtel, etc., il y a une usine, il y a des vélos électriques. Et je les voyais qui, de plus en plus. Donc, à un moment, j'ai dit, j'ai fait venir des vélos. Et avec mon petit Marius, qui avait à l'époque 12 ans, j'ai dit, tiens, ça va être assez drôle de l'initier au business. On va voir puisqu'il commence à bricoler, le machin. J'ai dit, tiens, un petit poil de deal. Oh, on va fabriquer un vélo, toi, pour voir si ça démarre, quoi. Tu sais, il y en a qui apprennent, alors, leurs enfants à pêcher, d'autres à jouer au foot. Moi, je dis, je vais créer une marque, je vais créer un business avec lui, voilà. École de la vie. On va fabriquer un concept, machin et tout. Alors l'autre, et puis, il s'est bien mis au jeu, de Marius. Et puis, bon, à un moment, justement, dans tout le truc, oui, ça va être quoi notre marque? Alors, il fallait créer une marque. Oh putain, merde. Ton gamin qui a 12 ans, c'est quoi la marque? On va chercher une marque. Nous voilà partis à faire une marque. Donc, tu apprends à ton fils à 12-13 ans, comment faire une marque. Donc, il faut que le mot ressorte bien sur Google. Donc voilà, et puis tu prends les mots, il faut que les gens comprennent bien. Donc le simple était bon, je voulais un moto électrique, moi, alors j'ai dit je vais partir du mot moto, quoi. Hein. Et puis je vais changer le moins de lettres possible, et puis je vais aller sur Google, et puis je vais changer toutes les lettres une par une, et puis et à un moment, s'il n'y a rien qui sort, j'ai trouvé. Et donc forcément, si tu mets moto, tu dis quelle lettre je vais changer. Le M, c'est un peu compliqué parce que c'est le début. Non, je dis c'est le T que je dois changer. Et là, j'ai changé toutes les lettres et j'étais sur Google avec lui. Et puis à un moment, je tape le X, il n'y avait rien qui sortait. Je dis, toi, ça va s'appeler Moxo. Voilà. Et on a déposé la marque. Donc la marque est déposée en Europe. Et j'ai même maintenant déposé la marque aux États-Unis parce que c'est pas si cher que ça. Et une marque, c'est important. Tu vois, une marque, ça peut valoir cher. Et là, c'était bien parce que du coup, après, j'ai raconté l'histoire que le X, c'était électricité, des conneries. C'était des conneries, ça. C'était des conneries. Le truc, c'était moto avec un X et puis Moxo, puis c'est facile à mémoriser. Et sachant que le O, on revient à Google, c'est que c'est une prononciation internationale. Le O se prononce pareil dans tous les pays. Même en chinois, un chinois va dire Moxo. Et un américain, Moxo. Alors que tu as d'autres lettres, par exemple le A, toi, le A avec un E, c'est compliqué. Toi, il y a des lettres comme ça. Nike, aux États-Unis, nous on dit Nike. Aux États-Unis, c'est Nike. Tu vois, donc mais ça, c'est des. Bon, voilà, donc ça, c'était un cours comme ça à mon fils à l'époque. Voilà, donc du coup, la marque, maintenant elle est scalée. Une marque, après, tu l'as à vie, toi, et c'est pas cher une marque à maintenir. Hein, c'est pas pas cher les marques. Par rapport à des brevets, tu te déposes une marque pour 250 €. Bon, c'est quand même pas non plus. Et tu travailles avec des coursiers? Et il s'est avéré que Uber Eats est arrivé, et puis les coursiers, eux, le fait que ça soit avec les grosses roues et tout, c'est que c'est confortable du coup, parce qu'il était confortable pour faire du tout-terrain, et il faisait pas l'effet de pompage avec les suspensions, puis il n'était pas rapport qualité-prix était bien. Et du coup, c'est les coursiers qui s'en ont emparés. Alors c'est rigolo parce que du coup on en a pas mal à Châteauroux et après donc on a le recul. Bon après l'aventure a été compliquée parce que là faut expliquer ce qui s'est passé. Hein, c'est que l'Europe a décidé de mettre des taxes sur les vélos électriques venant de Chine, a mis des taxes de 90% pour favoriser les usines polonaises, tchèques et roumaines où ils avaient mis beaucoup d'argent et portugaises pour qu'on achète des vélos made in Europe. Bon, après, ils font venir tous les tubes de Chine, ils les soudent en Roumanie et ils nous les vendent comme ça. Sauf que là-bas, après, il faut arriver, il faut passer des commandes. Je me suis renseigné, je suis allé, il fallait commander minimum 1000 vélos pour qu'ils te fassent ton vélo. Bon, on en avait vendu 1 ou 200, donc c'était compliqué, quoi. Mais bon, Moxo continue, ne vous inquiétez pas, je vais ressortir des nouveaux produits dans pas longtemps. Mais justement avec l'idée ils arrivent là, j'ai refait un autre truc et tout, on repart sur un autre vélo avec l'expérience, mais c'est important aussi de pas aller trop vite, tu sais, parce qu'on a vu tellement de gens qui ont dépensé plein de sous pour faire n'importe quoi. Maintenant on a le retour, par exemple tous les choix techniques qu'on avait fait, et on est super content parce que les coursiers 3 ans après, tu as vu les vélos 2 ans là, ils ont 10 000 12 000 kilomètres les vélos, hein, et ils s'en servent tous les jours et ils sont encore là. Donc, ça veut dire que les choix techniques c'est un vélo, tu sais, c'est un cadre avec des équipements. Les équipements qu'on a mis, ça marche. Donc, du coup, c'est plus facile là. On va faire un nouveau vélo où le cadre va être fabriqué. Ça y est, on a reçu tous les tubes. Le cadre va être fabriqué dans le 41, peint à Busancé. Hein, j'avais rencontré le patron de la boîte là-bas, PSG. Et donc, je pense qu'on va sortir notre nouveau vélo en juin. D'accord.
J'aimerais maintenant qu'on parle un peu de management, si tu veux bien. Ah oui. Tout d'abord, quand on est dans une société d'innovation comme la tienne, est-ce que tu recherches des profils précis pour tes collaborateurs ? Oui, d'abord, il y a un profil qui est clair. Aujourd'hui, dans l'entreprise, je recrute que des gens positifs. Parce que quelqu'un de positif, tu vas le faire progresser. Voilà. Donc ça, et dans l'innovation, comme tu pars des fois dans un peu l'inconnu, si tu mets avec quelqu'un qui doute, c'est mort. Donc le critère déjà, c'est pas trop là les diplômes qu'on va chercher, c'est le tempérament. Quelqu'un qui est positif. Voilà. Ouais. Tu as des petits trucs quand tu fais passer les entretiens là, pour le déceler ? Tu vois parler, quand elle raconte sa vie, tiens, ça n'a pas été dur de faire ça, votre diplôme, est-ce que vous avez peiné tu vois bien, si le mec, si le mec a tout le temps peiné toute sa vie, bon, c'est pas la peine, quoi. C'était pas dur, des études, là. Oh, bah si, mais bon, tu vois, mais si c'est un branleur ou pas, il est positif. Tu vois. Si c'est le mec, c'est un laborieux qui a tout le temps peiné, c'est tout le temps compliqué, il n'est pas positif. C'était pas. Donc, c'est pas la peine. Et par définition, l'innovation, c'est de créer ce qui n'existe pas. Comment tu sensibilises, toi, tes équipes à cette culture d'entreprise ? Quel est ton rôle de chef dans cette culture d'entreprise ? Tu dois raconter des belles histoires. Voilà, là, on est en train de faire une gamme pour les personnes en situation de handicap, etc. Et à un moment, avec différents produits là, qui vont sortir, avec la marque Moxo, justement, faut raconter des belles histoires. Alors, c'est pas facile quand tu vends des accessoires anti-vol de raconter une belle histoire, toi. Il faut être quand même... faut se creuser la tête. Mais après, là-dessus, tu peux les sensibiliser sur le truc. Et à un moment, dire, ouais, on va prendre notre pied, on vend ça, puis tu vends ton truc, toi, dans les magasins, ça va être chouette, machin. Il faut que tu trouves en tout cas une belle histoire. La positivité, c'est aussi ce que tu portes dans le projet Start 36 ? Quand je suis arrivé à la CCI, j'ai dit, je vais faire ce que j'ai pas eu quand j'aurais rêvé d'avoir quand j'ai créé ma boîte. Voilà. Parce que heureusement, ton frère m'a prêté ses bureaux. Heureusement, et j'étais tout seul avec Julien, on était tout seul un peu dans une rue des Aubrais, un peu comme des malheureux. Et j'étais pas entouré. Et puis, voilà. Et donc là, à Start 36, comme je suis trésorier adjoint, il y avait de la trésor, quoi. Qu'est-ce qu'on allait en faire avec ça ? Je dis, putain, les sous, on n'est pas là pour les laisser, quoi. Moi, j'ai horreur de laisser des sous sur un compte en banque, hein, parce que ça sert à rien. Alors, CCI, ils m'ont dit, quand même, calme-toi. C'est, on va acheter. Puis Jérôme, le président, il m'a suivi. Et donc, j'ai acheté Start 36, parce que là, c'est moi qui étais l'instigateur de ça. Et après, j'ai suivi les travaux pendant une année. Donc, c'était bien, parce qu'on a fait 250 000 € de travaux. Dans les boîtes locales, ils ont bossé quand même. Tu vois ce que je veux dire ? Les gens, ils disent, ah, vous avez dépensé l'argent. Mais j'ai été con, hein, les boîtes qui sont venues bosser, quoi. C'est quand même mieux que ça reste sur le compte en banque, quoi. Je veux dire, au moins, ça donnait du boulot aux gens. Bon, voilà. Et puis, on a déjà maintenant 4 sociétés qui y habitent. Et c'était plutôt, voilà, de dire, voilà, on doit, si quelqu'un a un projet, malheureusement, il n'y a pas assez de projets. Donc, comment on peut instaurer plus de projets ? J'espère que là, on est sur d'autres projets avec la ville de Châteauroux, puis avec d'autres choses pour faire encore, pour aider à des gens à monter leur boîte, parce que c'est quand même ce qui est le plus formidable. Enfin, moi, je trouve que c'est une super aventure. Et à un moment, il fallait avoir des outils. Il faut des outils. Il faut des outils, des structures. Et Start 36, c'est le côté, voilà, l'endroit que j'aurais rêvé. Et à un moment, il y a deux solutions. Il y a des gens qui disent, moi, je l'ai pas eu, les autres l'auront pas, parce que moi, j'y suis arrivé sans ça. Ils ont qu'à se démerder. Ça, c'est classique. Bon, attends, moi, c'est pas mon truc. Moi, je l'ai pas eu. Maintenant que je peux faire un petit peu quelque chose pour que les autres l'aient, tant mieux. Donc c'est pour ça que je suis très investi, enfin j'essaye avec la CCI et on est super fiers de ce qu'on est en train de faire. Il y a 2 ans, on a décidé de racheter un autre bâtiment pour agrandir l'école. Suite à ça, la région Centre a suivi, elle finance le bâtiment. Suite à ça, comme on a une belle structure et tout, on a signé avec l'ISTEC, quoi. On va avoir une école supérieure de commerce à Châteauroux. Je veux que nos gamins, nos enfants, peut-être tes enfants, les enfants de tout le monde, de ceux qui écoutent, on leur donne des moyens qu'ils y arrivent. J'aime bien terminer la conversation par une question. Et tu veux bien, quel est ton endroit préféré en Berry et pourquoi ? J'en ai 2. Je suis désolé. Tu me dis, j'en ai 2. J'en ai un qui s'appelle les Tournex. Donc les Tournex, ça fait quand j'avais
Ma première moto de cross à 22 ans, j'allais là-bas. Voilà. Donc, puis c'était en 1984, toi. Donc c'est l'endroit où je me sens. Puis d'abord, il y a là-bas que j'ai tous mes potes. Hein, voilà, c'est l'endroit. J'ai pas besoin d'expliquer qui est Jackie. Peut-être tu vois les gens, t'as pas besoin d'avoir quitté. Tout le monde te connaît. Tout le monde connaît ton parcours. Voilà. Ça c'est ça. Donc c'est un peu les Tournex, c'est mon truc. Hein. D'ailleurs, j'ai repris la présidence du circuit des Tournex depuis le dimanche dernier. Ah d'accord. Félicitations. Ouais. Donc c'est un truc. C'est bien parce qu'il y a tous les jeunes, t'as envie de continuer à les encadrer, les aider. C'est mon premier endroit préféré. Et l'endroit que j'ai découvert que c'était finalement un endroit, c'est le lac d'Aiguzon. Voilà, c'est vraiment le lac d'Aiguzon où forcément on habitait à Aiguzon et quand j'étais petit, on allait tout le temps au lac d'Aiguzon, donc tous les dimanches j'étais au lac. Après on avait un camping à Aiguzon, donc c'est vrai que de 11 ans jusqu'à 17 ans j'étais tout le temps fourré au lac d'Aiguzon. Et puis j'allais un peu, pas tant que ça, pendant des années. Puis là, toi, on a racheté une maison au bord du lac et tout. Et là, tu dis, mais tu peux pas savoir quand je suis là-bas, c'est comme pouf, tu sens que t'es où tu dois être. Et j'ai retrouvé, et c'est bizarre, hein, c'est en faisant un séminaire là-bas, on avait loué le truc, et puis le soir, on a fait la fête, picolé. Et puis, j'avais jamais dormi au bord du lac d'Aiguzon, parce qu'on y allait qu'en journée. Et puis le soir, j'étais à un moment, putain, mais j'étais bien ici, toi. Parce que tu parais, c'était tous les moments que tu étais heureux quand tu étais môme et quand tu as grandi, toi, l'endroit. Et franchement, je trouve que le spot est quand même hyper quali, quoi. En plus, tout a été bien réaménagé, là, et tout. Donc, voilà. Donc, moi, l'été, maintenant, je suis au lac d'Aiguzon. Puis, ceux qui se promènent là-bas, je leur paye, quoi. Ok, merci en tout cas, Jackie, pour cette conversation. Merci, Stéphane. J'espère que j'ai été trop long. Non, t'as pas été trop long, t'as été juste parfait. Merci encore. Ok, merci Salut, à toi. ciao. Puis, bon courage dans ton aventure. Merci. À plus. Hello, j'espère que cette conversation avec Jackie Townsend vous a inspiré. Comme à chaque fois, je vous parle de quelque chose qui compte vraiment pour moi, c'est le fait de partager la page Facebook de Goodberry Podcast à vos amis. C'est le seul moyen que ce projet local soit connu et donc écouté. C'est quelques clics qui ont pour moi une grande importance. Merci à tous ceux qui l'ont déjà fait. Rendez-vous au prochain épisode avec un nouvel invité. Portez-vous bien.